Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Xavier Ordeki et dans cette présentation, je vais vous parler d'architecture, je vais vous parler de web services et de Django. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis freelance depuis 2004, donc ça fait un petit paquet d'années. Je fais beaucoup de développement en Python, beaucoup de développement de Django plutôt côté back-end, donc pas forcément uniquement que côté web. Vous pouvez me retrouver régulièrement sur IRC, sous mon nickname Linovia, sur Twitter. Je suis mainteneur de Raven, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le client côté centrique qui nous permet à tous de remonter toutes les exceptions de manière assez sympathique. J'ai pas mal de contributions diverses et variées dans différents modules et je suis un ancien contributeur du module PGTK. Voilà. Alors, avant de parler architecture, web service, je vais expliquer donc pourquoi est-ce qu'on est passé sur une architecture web service plutôt qu'une architecture dite classique, donc à base de librairies, de modules Python, etc. Donc tout d'abord, quand on commence un projet, donc on est content, souvent il arrive régulièrement qu'on le commence tout seul, donc on a un projet qui arrive, on commence à développer dessus, on commence à se créer des petites librairies parce qu'on trouve ça sympa. Et puis le projet vit, la base de code commence à grossir au fur et à mesure, on a un stagiaire qui vient nous aider et puis qui repart, on a un deuxième collègue qui arrive, parfois on va avoir un autre projet qui arrive et on va se dire c'est sympa de partager des librairies, et puis un autre projet encore et on va partager des librairies de plus en plus, on va en créer pour les nouveaux projets, on va se dire que c'est bien d'en avoir pour les anciens. Au milieu de tout ça, il y a des collègues qui vont arriver, qui vont utiliser du code, ne pas le réutiliser. Et au final, on va se retrouver avec une base de code qui est très complexe à maintenir parce que un petit peu tout le monde y a été sa sauce et pour mettre à jour tout le monde, c'est pas évident du tout. L'autre problème, c'est que les évolutions des librairies commencent à devenir de plus en plus coûteuses au fur et à mesure que les applications arrivent, puisque mettre à jour une application vis-à-vis d'une librairie, ça va. Puis quand on a 5 applications qui utilisent la même librairie et qu'il faut toutes les mettre à jour, ça commence à devenir très coûteux. Si tant est en plus que les personnes donc, qui soient dédiées à ces applications-là aient le temps de le faire. Après, on a un problème d'isolation entre les différentes librairies, entre les différentes dépendances. C'est un problème qui a été vu sur GetSentry notamment, quand on a des librairies derrière qui sont très populaires. Donc en l'occurrence, on a eu le souci qu'il y a eu, c'est avec la librairie Request, qui était utilisée par des librairies intermédiaires. L'une de ces librairies-là a fait besoin d'une version plus récente, avec une API incompatible avec l'ancienne version. Et Python ne gérant pas ce genre de dépendance est parti en prod une version incompatible de Request et ça a planté le service. Et donc là on voit qu'effectivement quand on commence à faire de la réutilisabilité, on commence à se confronter à ces problèmes d'isolation entre les dépendances. Enfin, un des derniers problèmes qu'on a avec les architectures classiques, c'est le dimensionnement. C'est-à-dire que quand on a une grosse application qui fait tout, c'est difficile de dimensionner correctement la chose, à part la mettre toute l'application sur une deuxième machine ou une troisième machine. Et on n'a pas forcément de moyen simple d'isoler ce qui est consommateur en ressources pour le mettre sur à plusieurs endroits. Donc en fait tout ça c'est lié derrière à des problèmes d'accès aux ressources. Donc un accès aux ressources, ça peut être une base de données. Cette base de données, donc, ça va être un composant central. Donc on va nous demander, pour commencer notre projet, de construire par exemple une application web au-dessus. L'application web va avoir un certain succès, et puis le chef de projet va arriver et va nous demander par exemple des indicateurs. Donc on va mettre en place des indicateurs qui vont aller extraire des informations de la base de données et les remonter. Et puis après, on va avoir besoin d'exporter des données parce qu'un autre service a besoin d'informations qui sont dans cette base de données. Et puis après, on a, par exemple, si c'est quelque chose de central au niveau de l'entreprise, on va demander une intégration sur un ERP. S'il y a des informations clientes, ça va être un CRM. On va avoir des sources de données qui vont être diverses et variées. Et puis un beau jour, on va nous demander aussi de le faire sur plusieurs sites, c'est-à-dire d'en avoir un, par exemple, pour une boutique sur Paris, un pour une boutique sur Strasbourg, etc. Bon. Et donc tout ça,
ça pose quand même un gros problème. C'est que le jour où on a envie de faire évoluer notre base de données, par exemple, si on se rend compte qu'on utilise un champ et qu'on a envie de modifier le type de ce champ, on va impacter tout le monde. Et pour pouvoir modifier la base de données, il va falloir d'abord mettre à jour absolument tout le monde. Et donc ça fait que ça devient très très lourd et très très coûteux à gérer. Donc du coup, on va passer sur en fait, les ressources qu'on a. En fait, il ne faut pas les voir comme des ressources, mais en fait, il faut les voir comme des services. C'est-à-dire qu'elles proposent un certain nombre de services, notamment en particulier des données. Et du coup, on va plutôt les traiter comme des services. Alors un web service, ça se compose de trois grands composants. Il y a tout d'abord un fournisseur. C'est ce qui va fournir l'ensemble des données. Ça va être un serveur, généralement un serveur web. Donc par exemple ici un serveur local. On va avoir un point d'entrée pour lequel on va aller chercher des informations. Donc ici par exemple on va avoir la liste des utilisateurs sur notre point d'entrée. Et on a un contrat d'interface, donc qui va être ce que le web service va nous remonter comme information. Alors le contrat d'interface, j'ai souligné contrat, parce que la notion de contrat est très très importante ici. C'est-à-dire que le web service doit s'engager sur l'interface qu'il propose, à le maintenir dans le temps et à le maintenir de manière cohérente. C'est pas juste une API qu'on peut changer comme ça, c'est un vrai contrat qui définit ce que le web service peut et doit faire. Donc l'architecture en web service qu'on a commencé à mettre en place là-dessus ressemble au modèle de MVC qu'on voit classiquement, donc modèle vue contrôleur. Donc là on est à un niveau un petit peu plus élevé, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes couches de web service. Donc tout en bas, on va avoir une première couche qui va être une couche de données. Donc ça peut être une base de données, ça peut être des web services externes, ça peut être une base NoSQL, ça peut être des fichiers. Voilà, ce sont des données. Juste au-dessus, on a une couche métier. Alors la couche métier, c'est celle qui va permettre de regarder les cohérences des données par rapport au métier de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut regarder par exemple si un email ressemble bien à un email. Par contre, si on attend un certain type, un certain nombre de domaines derrière l'email, c'est la couche métier qui va faire le tri et qui va regarder par exemple où router les choses. C'est elle qui va gérer la cohérence dans les données, à un niveau plus élevé que celui de contraintes de base de données. Au-dessus, on a mis en place une couche de présentation. Donc c'est la façon dont les données vont être présentées à l'utilisateur. Alors tout de suite, quand on parle de présentation, on pense à un site web, mais ce n'est pas forcément ni nécessairement le cas. Ça peut être aussi une API, une autre API, qui va simplement présenter des données à l'utilisateur. Et sur le côté, donc on a le AAA, pour ceux qui ont fait un peu de Radius, ça doit leur parler, c'est l'authentification, l'autorisation et le counting, autrement dit l'audit. Donc ça va nous permettre de savoir qui veut accéder à quoi au sein de notre architecture et qui a le droit d'accéder à quoi. Voilà, donc ça représente un ou plusieurs, dans notre architecture actuelle, ça représente un ou plusieurs web services. Donc la couche de présentation discute avec la couche de métier discute avec les données et on isole les choses à ce niveau-là. Alors, en quoi ça résout les problèmes dont j'ai parlé un peu plus tôt? Alors, simplement, quand notre application continue de grossir, on va avoir un besoin auquel un besoin de présentation de données, sur laquelle la couche métier n'a pas les points d'entrée corrects dont on a besoin. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va conserver l'ancienne couche métier, donc, qui est appelée V1, et on va rajouter dessus une nouvelle couche, une nouvelle version de l'API que la couche métier présente, et qu'on va appeler V2. Du coup, dans notre présentation, donc ce qu'on nous demande concrètement d'implémenter, les nouvelles fonctionnalités vont aller directement appeler les données au niveau de V2, et tous les anciens services continueront d'aller discuter avec la version 1, donc tant qu'on ne les a pas mis à jour. Alors le gros avantage par rapport à une architecture monolithique, c'est qu'ici, on n'a pas d'urgence de migrer la couche de présentation pour aller discuter avec l'API V2.
Parce que donc, le contrat d'interface dont il était question tout à l'heure va être maintenu au niveau de la V1, c'est-à-dire qu'on ne touche pas ce contrat d'interface. La V2 va avoir une nouvelle API. Et au fur et à mesure des évolutions côté présentation du temps et des ressources allouées, les choses vont se migrer naturellement vers la V2. L'autre gros avantage, c'est qu'au fur et à mesure des choses, on va pouvoir loguer et voir qui est-ce qui va attaquer et qui est-ce qui continue de discuter avec la première version de l'API. Donc c'est très important pour pouvoir migrer de manière tranquille, dans le temps, en fait, les choses au fur et à mesure. Donc les avantages, donc on a bien la garantie du contrat d'interface, donc ça c'est la pierre angulaire donc, de ce genre d'architecture. Donc cette garantie du contrat d'interface, elle nous permet d'avoir une stabilité dans le temps. Donc pourquoi? Parce que le contrat d'interface de l'API V1, ce n'est pas celui de l'API V2. Chacun est séparé et donc reste stable dans le temps. L'API V1 ne va pas être modifiée puisqu'on a cette garantie-là. La stabilité dans le temps, à son tour, va nous permettre de faire des migrations en souplesse. Donc on n'a pas d'urgence à tout modifier, à tout refaire, même si derrière, en dessous, les modèles ont beaucoup évolué. Cette migration en souplesse, ça veut dire qu'on a également moins de maintenance, puisqu'on va pouvoir la faire au fil de l'eau, tranquillement, à notre rythme. Et du coup, si on a moins de maintenance, on a plus de temps pour nos nouvelles fonctionnalités. Ok, donc ça c'était sur un web service, et Django dans tout ça. Alors, pour implémenter au niveau de Django les web services, donc j'utilise REST Framework. Donc c'est un framework que j'ai découvert en le portant à Python 3. Et qui est vraiment très très intéressant. Alors la nouvelle version, pour ceux qui ont essayé l'ancienne, alors il y avait une ancienne version, une première version qui était discutable, on va dire. La version V2, donc, qui est disponible depuis plus de 6 mois maintenant, presque un an, donc a complètement revu les choses et est extrêmement agréable à utiliser. Alors le REST Framework, alors il y a un certain nombre de points intéressants à noter, c'est qu'il est modulaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il propose tout un ensemble de fonctionnalités. Par contre, on n'est pas obligé de prendre l'ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux utiliser la sérialisation du framework, j'utilise la sérialisation du framework, et puis je laisse le reste, il n'y a pas de problème. Si je veux utiliser uniquement un point d'entrée simple, je peux utiliser un point d'entrée simple sans m'encombrer avec les modèles, les vues, la sérialisation, etc. Par contre, il n'est pas minimaliste, puisqu'il a énormément de fonctionnalités, vraiment beaucoup. Il est découplé. Alors c'est une remarque qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, on a l'impression que c'est vraiment très très lié à Django. En fait, pas tant que ça. En particulier, on peut tout à fait faire une API avec REST Framework de manière très simple, sans avoir besoin des modèles. Enfin, ça reprend les idiomes de Django. Pour ceux qui ont utilisé un peu Django REST Framework, vous allez retrouver un certain nombre d'habitudes que vous avez pris ou que vous avez dû voir quand vous avez fait du développement de Django. Donc notamment, on a des class-based views, donc les formulaires qui ressemblent. Alors on n'a pas de formulaire dans REST Framework, on a des serializers qui ressemblent, mais les deux se ressemblent beaucoup. On a des noms d'options qui sont communs. Donc il y a eu un énorme travail qui a été fait pour avoir un look and feel comme Django. Au niveau des fonctionnalités, donc on a les vues génériques donc, qui nous permettent d'écrire soit avec des modèles, soit sans modèles, de manière très très simple et très rapide pour avoir un premier prototype. On a de la sérialisation, donc on a tout un ensemble de facilités pour sérialiser des données. On a la gestion des permissions. On a des renderers et des parseurs. Donc les renderers et les parseurs, c'est pour interpréter les flux. Par exemple, on reçoit du JSON, on le transforme en dictionnaire, ou on a un dictionnaire, on le rend en JSON. On a des routeurs, donc pour savoir quand on a un get, quand on a un post, si on fait une création, un update. Donc ça, c'est géré automatiquement. On a de la négociation de contenu, c'est-à-dire qu'on a une requête, quand elle vient, soit on peut utiliser notre navigateur et puis aller requêter directement l'API, soit ça peut être un automate qui parle en JSON ou en XML. Et donc la négociation de contenu se fait est gérée automatiquement. On a la possibilité de filtrer, donc c'est lié avec des projets tiers de filtrage. On a de la pagination, on a du throttling, ce qui nous permet de limiter, par exemple, le nombre de requêtes qu'on veut dans le temps. Et on a tout un ensemble d'utilitaires pour les tests.
Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses dedans. Et donc là encore, il y a tout à fait possibilité d'utiliser certaines parties sans en utiliser d'autres. C'est très modulaire. Alors, un exemple minimaliste, typiquement, voilà, on a une vue, on veut faire une réponse avec un message Hello World, tout simple, dedans. Et là, on va utiliser le décorateur API View Get. Donc, il va dire que sur cette vue-là, on veut uniquement un get. Tout ce qui est post, put, etc., on le laisse de côté. Et grâce à ce décorateur, on va aussi pouvoir bénéficier de tout ce qui est la sérialisation et la gestion des permissions et de l'authentification du REST Framework. Un exemple un petit peu plus complexe. Là-dessus, on a un serializer, donc ce qui va nous permettre d'exposer le modèle des utilisateurs au niveau de notre API. Donc ici, on conserve uniquement l'email, le username, le last login. Donc toutes les autres informations seront automatiquement filtrées. Dedans, par exemple, si on met n'importe quoi dans l'email, il y aura un retour au niveau du serializer qui va nous dire non, tu es en train de me dire n'importe quoi, c'est pas un email, revois ta copie. Ensuite, on déclare la vue. Donc ici, on utilise un viewSet, c'est un ensemble de vues donc qui va nous permettre d'avoir une API crude rapidement. Donc à savoir, on va pouvoir lister nos utilisateurs, on va pouvoir en créer, on va pouvoir les mettre à jour, on va pouvoir les supprimer et on va pouvoir avoir leurs détails. Donc dedans, il y a trois arguments dedans. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble beaucoup à tout ce que fait Django. On a le query set, donc pour avoir la liste des utilisateurs sur lesquels ça s'applique. On a la vue on a le serializer, donc celui qu'on a déclaré juste un tout petit peu plus haut. Et on a une vue de permission. Donc là, on va dire simplement que les personnes non authentifiées n'auront droit que de lecture, et puis les autres pourront faire des mises à jour. Donc on peut mettre plusieurs classes de permission et puis varier ça à l'infini. Et la dernière partie, c'est les routeurs, donc qui vont nous permettre de dire, voilà, sur le point d'entrée qui s'appelle user, on va avoir notre liste d'utilisateurs, ça va être un get sur le point d'entrée. On va avoir la création d'un utilisateur, là-dessus on va faire un put dessus. On va pouvoir voir la mise à jour d'un utilisateur, etc., etc. Donc ça, le routeur le fait automatiquement. Et les performances avec Django. Alors pour l'instant on parle de Django, de web services. Souvent les web services on a besoin d'aller très vite, surtout sur une architecture où on commence à empiler les couches. Et là-dessus, qui pense que Django est rapide? Qui pense que Django est lent? C'est tout? Pas beaucoup qui ont fait du Django? Non? Bon. Voilà, donc pour ceux qui pensent que Django est lent, ça vous donne un peu une idée. L'impression générale, ou le sentiment général, c'est ouais mais attends mon gars, là tu fais n'importe quoi. Donc parce que Django est souvent perçu comme étant lent. Donc on a pris un peu de temps pour aller voir, pour aller courir après notre poney préféré. Et finalement, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Donc pourquoi ça se passe pas trop mal? Là-dessus, on a une vue un peu des performances. Alors, c'est différents niveaux d'optimisation au niveau donc avec REST Framework, Django et REST Framework. Donc, le graphique le plus à gauche, donc on voit qu'on a un temps quasiment de 140 millisecondes au niveau du traitement de la requête. Donc là, c'est une requête simple en fait pour récupérer un utilisateur. Et dedans, donc on a la recherche dans la base de données, on a la sérialisation. On a la partie Django, donc de traitement de la requête et de la réponse. On a l'API de la vue au niveau du REST Framework. Et on a le temps de réponse, le temps du rendu de la réponse. OK. Donc le premier truc à faire, c'est on va optimiser un peu tout ça. Et on se dit, la sérialisation, finalement, les données qu'on veut envoyer, on les connaît. Ici, en l'occurrence, on ne fait qu'envoyer des données. Donc, écoute, on va faire une sérialisation nous-mêmes, puisque de toute façon, on n'a pas besoin, on va filtrer nous-mêmes les arguments. Et du coup, on gagne, donc ça c'est la partie orange, et on gagne déjà pas mal de temps. La deuxième chose qui nous prend vraiment énormément de temps, c'est la recherche de la requête en base de données. Donc là-dessus, pareil, on va la remplacer avec une recherche dans Redis.
Et là, on descend à peu près 25 millisecondes. Donc on a énormément gagné déjà en 2 coups de cuillère à peau par rapport à notre requête initiale. Après, on a encore pas mal de marge de manœuvre au niveau de l'optimisation. Donc, à savoir, par défaut, REST Framework vient avec la négociation de contenu. C'est-à-dire, quand on va le voir, on lui dit « Ah, moi, moi, je suis un navigateur, donc je parle HTML, moi, je parle du JSON, moi, je parle du XML. » Bon. Là, on se contente, on va dire, on se restreint uniquement à du traitement JSON. Donc, en enlevant également la négociation de contenu, on gagne encore un peu. Après, pour ceux qui ont fait un peu de Django, qui ont creusé un peu, on a tout un tas de middleware qui viennent par défaut, qui sont extrêmement pratiques quand on fait du site web. Tout ce qui est la gestion de sessions, tout ce qui est la gestion de messages, etc. Finalement, dans notre API, on n'en a pas besoin. Donc on va l'enlever, et là, on arrive en dessous du 10 millisecondes de temps de réponse. Donc on commence à avoir un temps de réponse qui est tout à fait honorable. Et enfin, la dernière partie, c'est le temps de réponse, le temps de rendu de la réponse, donc qu'on peut également enlever, puisque là on fait des réponses toutes simples. Donc voilà, et donc là on voit qu'on est passé de quasiment 140 millisecondes à normalement on est à 8 millisecondes. Donc ça fait quand même un paquet de requêtes qu'on peut traiter à la seconde de manière, en n'ayant pas énormément de travail supplémentaire à fournir. Ensuite, une autre librairie que j'ai beaucoup aimée en travaillant justement sur les architectures web services, donc c'est Django Roa, donc Roa, ça veut dire Resource Oriented Architecture, donc il place la ressource au centre de l'architecture. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des ressources locales, on va aller attaquer des ressources distantes. Alors Django Roa fonctionne côté client, donc lui il n'expose pas d'API. Par contre, il va aller discuter avec une API. Il simplifie énormément la séparation. Alors, la raison, c'est que derrière Django Roa fournit des modèles Django. Donc, on peut les utiliser de manière tout à fait classique, dans des formulaires, dans le template d'admin, enfin dans l'administration Django. Sauf que les modèles ne sont pas dans la base de données locale. Il va interroger un web service derrière. Et donc là, c'est du travail en cours, c'est l'intégration avec REST Framework. C'est-à-dire que pour permettre la séparation et l'intégration et minimiser le travail, on va réutiliser les serialiseurs de REST Framework afin d'avoir un travail commun déjà fait et de faciliter la discussion. Donc Django Roa, un exemple. Donc là, on définit un modèle de tweet. Donc on a quatre champs. En fait, un tweet, c'est du texte, on a une source et c'est lié à un utilisateur. Et derrière, on lui dit, voilà, la ressource est disponible à cette URL-là. Donc ici, en l'occurrence, on va aller voir la timeline générique. Alors l'API a peut-être évolué depuis, c'est un exemple qui date un peu. Et donc ça permet, derrière, de faire ça au niveau de l'administration de Django, donc sans avoir fait de choses compliquées, à part définir uniquement notre classe d'administration. Voilà, on a accès à l'ensemble de la timeline, donc qui elle, est disponible via un web service. Et donc l'avantage, ça permet de faire discuter, de rester au niveau de Django, donc de tirer parti de tous les avantages de Django au niveau formulaire, au niveau administration, etc. et toutes les autres applications, tout en ayant le modèle découplé de web service, d'accès aux ressources via web service. Voilà, donc pour ceux qui veulent regarder, donc il y a Django REST Framework, on a donc le Roa, et les deux URL derrière, donc ce sont celles sur lesquelles je me suis basé pour faire cette conférence, donc qui sont l'étude de performance de Tom Christie's sur REST Framework et une explication de Craig Kirsten sur l'architecture web service au sein de Heroku. Voilà. Donc tu as parlé de REST Framework. Oui. Nous, on va beaucoup l'utiliser au travail là, dans peu de temps. Je suis totalement convaincu.
mais j'aimerais juste savoir pourquoi pas Testify. Alors, il faut bien choisir. Moi, j'aime vraiment beaucoup REST Framework. Comme je le disais, il y a beaucoup d'idiomes Django. Pardon. Il y a beaucoup d'idiomes Django qui reviennent dessus. En l'occurrence, j'ai eu pas mal d'échanges aussi avec l'auteur qui est Tom Christie's. Et puis je l'ai porté en Python 3, donc ça m'a permis de bien connaître le framework. Testify de mémoire a des choix. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience avec Testify. Ce que j'en ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de choix d'architecture qui ont été faits et qui font que l'ensemble est vraiment assez monolithique. Oui, c'est très peu permissif en fait, et on ne peut pas accéder aux couches bas niveau du framework, donc du coup c'est un peu compliqué de faire des choses très personnalisées. Voilà, donc la REST Framework justement est très souple là-dessus. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Il y en a une devant là. Merci. Est-ce que ce framework fournit des facilités pour gérer les versions multiples justement de contrats des web services? Alors pour l'instant pas spécialement, puisqu'en l'occurrence finalement tu laisses ton code tel qu'il est. Au pire, si tes modèles évoluent derrière, tu fais évoluer les modèles en dessous. Par contre, au niveau de l'API, vu que tu es censé conserver la même chose, il n'y a pas de raison de... J'ai du mal à voir ce qu'on pourrait proposer pour permettre justement ces évolutions d'API. Éventuellement à discuter, s'il y a des idées. D'autres questions? Non? Bon, Merci pour la présentation.